Auditrices, auditeurs de Radio Victoire, mesdames et messieurs, bonjour. Je suis heureux de vous retrouver ce matin pour un nouveau numéro de Rétro 7. Rétro 7 qui se fait le plaisir d'accueillir ce matin le délégué général de l'UDS Togo, Antoine Folly. C'est à sa compagnie que nous allons passer au crible certains des événements de l'actualité nationale et internationale de cette semaine. La mise en onde de cette émission est assurée par Haïté Messan, au micro d'Ela Agbo. Je signale à ceux qui nous suivent que nous sommes en direct sur Facebook. En direct donc sur Facebook grâce à Amjoy. Pour nous suivre, il suffit juste de taper Victoire FM. Monsieur Folly, bonjour. Bonjour Dela Agbo, bonjour aux éditeurs et aux auditrices de Radio Victoire. Je suis heureux de vous retrouver. Et oui, moi aussi. Bien, vous êtes au CPC, le cadre permanent de concertation, qui est une émanation de la CENAP, la concertation nationale entre acteurs politiques. Alors, il s'agit d'un cadre de discussion entre le parti majoritaire et les autres. Alors, diriez-vous que cette fois, la confiance est là et que tout se passe bien, et contrairement aux autres dialogues qui se sont achevés dans les conditions que l'on sait? Bon, est-ce que la confiance est là? Je ne dirais pas un 8 francs. Nous sommes des acteurs politiques, mais aussi des adversaires politiques. Il ne faut pas l'oublier. Donc, il y a un minimum de confiance qui nous permet aujourd'hui de nous parler. De là à dire qu'il y a une confiance totale, je n'irai pas jusque-là, mais il y a un minimum de confiance qui nous permet de nous parler. Non, la différence entre le CPC et les autres dialogues, c'est que le CPC est un cadre permanent. Alors que les autres dialogues, c'était des cadres ponctuels, des cadres ad hoc pour discuter souvent de l'organisation des élections, alors que là, au niveau du CPC, nous avons décidé de prendre en compte tous les problèmes de la nation. Il y a bien sûr les problèmes liés à l'amélioration du cadre électoral, mais il y a aussi tous les autres problèmes, les problèmes de gouvernance, les problèmes liés aux défis, aux grands défis auxquels notre pays est confronté. Donc, tous les problèmes sont inscrits. Alors, pour vous, quels sont les gains obtenus à travers vos discussions et pour lesquels vous seriez prêt à recommencer cette expérience si c'était à refaire? Vous voulez parler de la CNAP, la CNAP et puis de la concertation nationale, puisque le CPC continue. Il y a juste eu une première session. Il y a d'autres sessions qui sont prévues. Non, vous savez, la CNAP a été un cadre vraiment de négociation entre, disons, deux camps. Le camp de la majorité et l'opposition, d'une façon générale. Bon, chacun avait ses positions et il s'agissait de trouver des compromis. Ça n'a pas été facile. Nous sommes parvenus à un minimum de compromis qui est vraiment, et je le dis encore, en deçà de ce que nous aurions espéré, mais nous considérons que c'est un petit pas en avant qui permet surtout de continuer à discuter pour des améliorations plus importantes. Je ne dis pas que ce que nous avons pu obtenir à la CNAP a été quelquefois, je dis, formidable. Enfin, c'est pas le mot qui conviendrait, mais c'est un petit pas à partir duquel on peut continuer à avancer. Alors, la loi portant modification du code électoral et celle portant modification de la charte des partis politiques ont été adoptées il n'y a pas longtemps par l'Assemblée nationale. La nouvelle CENI a été installée et il se dit que tout cela est le fruit de consensus obtenus au cours des discussions et donc au sein de la CENAP. Absolument. Alors, si vous aviez, et tout à l'heure vous disiez que ce que vous avez obtenu c'est en deçà de vos attentes. Alors si vous aviez encore des réserves sur certaines décisions, quelle serait-elle? Non, vous savez, il y a encore... Bon, par exemple, je prends le cas de la CENI, par exemple.
nous aurions voulu une CENI, je parle de l'UDS Togo, nous aurions voulu par exemple une CENI plus neutre plutôt qu'une CENI politique. Dans la CENI actuelle, il y a des membres désignés par la majorité parlementaire, l'opposition parlementaire, l'opposition extra-parlementaire. Donc ça reste une CENI politique. Donc nous aurions voulu par exemple une CENI plus technique, plus neutre. Voilà. Et le principe d'évoluer à terme vers une CENI plus technique, plus neutre, a été accepté par tout le monde. Mais face à l'urgence d'organiser des élections très prochainement, face aussi au fait que l'unanimité ne s'est pas faite sur la nature de cette CENI technique, nous avons préféré continuer avec cette CENI politique le temps de mûrir les réflexions pour parvenir à une CENI beaucoup plus technique et beaucoup plus neutre. Oui. Voilà. Oui, vous pouvez continuer. Absolument. Bon, il y a d'autres choses sur lesquelles, par exemple, le fait de procéder, par exemple, à l'identification biométrique des électeurs. C'est-à-dire un électeur qui arrive dans un bureau de vote, eh bien, on doit procéder à son identification par des éléments biométriques, oui. Par exemple l'empreinte, l'empreinte digitale, ça, pour nous assurer que la personne qui se présente avec sa carte d'électeur oui. est bien le propriétaire de la carte. Oui. Parce que, là aussi, le principe a été accepté et on a même mis dans les conclusions qu'à titre expérimental, on allait faire ce type de contrôle, on allait mettre en œuvre ce type de contrôle dans certains bureaux de vote pour les prochaines élections et en tirer les leçons conséquentes pour une généralisation par la suite. Et vous parlez d'élections et les prochaines élections au Togo sont prévues pour 2023. Et dites-nous, les conditions actuelles qui sont réunies et qui sont donc le fruit de consensus des discussions au sein de la CENAP, est-ce que ces conditions permettent d'avoir des élections aux conditions plus acceptables que ce que nous avons connu jusqu'à ce jour? Bon, des conditions plus acceptables, plus ou moins acceptables. Maintenant, est-ce que à partir de ces... Vous savez, le souci que nous avons, en tout cas, nous, au niveau de l'opposition, le souci que nous avons, c'est que nous parvenions, pour une fois, au Togo, à organiser des élections totalement transparentes et équitables. Pour qu'il n'y ait plus ce cycle de contestation, de violence, etc., qui succède toujours aux élections que nous avons eues au Togo. Donc, c'est ça notre souci. Bon, est-ce que tout le dispositif actuel permet d'éviter cela? Non. C'est pour cela que nous avons décidé de continuer les discussions au niveau du CPC. Il y a encore des choses à améliorer. Quelle amélioration il faut encore apporter pour que puissiez atteindre les objectifs que vous venez d'évoquer? Non, il y a tout un ensemble de... il y a des choses... j'ai donné par exemple le contrôle biométrique des électeurs. En parlant d'équité, par exemple, au moment des élections au Togo, tout le monde le voit, il y a un camp qui a tous les moyens, et puis l'opposition qui n'a presque rien, qui n'a rien. Ouais. Bon, voilà un exemple, par exemple, de choses qu'il faut améliorer. L'État prévoit, par exemple, des subventions. Il arrive que, pour la dernière élection présidentielle, les subventions destinées aux candidats ont été décaissées après les élections. Je crois 5 ou 6 mois après les élections. Cela n'est pas normal. Vous donnez des subventions pour financer la campagne électorale et le décaissement de ces subventions se fait 5 ou 6 mois après les élections.
Dans quel pays on a vu ça? Bon, donc voilà, par exemple, des éléments qui concourent à l'équité des élections. Le problème des affichages, lorsqu'on organise des élections, le seul camp qui a les moyens financiers d'utiliser des grandes affiches partout, c'est le camp du parti au pouvoir. Bon, voilà des choses qu'on peut améliorer. Est-ce qu'il n'y a pas moyen, par exemple, d'imaginer que les places destinées à ces grandes affiches soient gérées par la CENI? Bon, ça, c'est des réflexions que nous sommes en train de mener au niveau de l'UDSOCO. Soit gérées, par exemple, par la CENI, que ce soit la CENI qui achète ces places et qui les attribue équitablement entre les différents candidats. Quelque chose comme ça. Il y a des tas de choses à améliorer. Par exemple, nous avons, vous savez, au moment des élections, beaucoup de non-délégués reviennent sans les procès-verbaux. Bon, cela n'est pas normal, alors que le Code électoral le prévoit. Le Code électoral prévoit que tous les délégués des candidats, les membres des bureaux de vote, doivent obtenir les procès-verbaux tels qu'ils sont affichés. Bon, beaucoup de gens reviennent sans les procès-verbaux. Bon, et ça, c'est la faute à qui? Est-ce que c'est non, ça c'est la faute à l'organisation. On leur dit, ah ben non, il n'y a pas assez de feuilles, il n'y a pas assez de copies, il n'y a pas assez... Bon, voilà. Mais quand vous en avez parlé à la CNAP, qu'est-ce que... Non, à la CNAP, tout le monde a pris conscience du problème. Du problème. Et nous espérons que la CENI actuelle prendra les dispositions pour que cela ne se reproduise pas. Il y a d'autres choses, par exemple les fiches de compilation. Vous savez, lorsque les résultats provenant des bureaux de vote arrivent à la CELI, ces résultats sont consignés sur une grande fiche qu'on appelle les fiches de compilation. Oui. Et ces fiches de compilation, c'est cette fiche de compilation pardon, qui est envoyée à la CENI pour la proclamation des résultats. Ces fiches de compilation, nous n'y avions pas accès. Donc, par exemple, au niveau de la CNAP a décidé que ces fiches de compilation soient éditées en 2 exemplaires, un exemplaire envoyé à la CENI et l'autre exemplaire disponible dans les CELI et consultable par les candidats ou leurs représentants. Maintenant, de quelle façon cette consultation va être faite? Quelles sont les modalités de... Bon, ça, ce sont des choses qu'il faudra discuter pour que, par exemple, une fois que cette fiche est disponible, qu'elle ne soit pas enfermée dans un bureau et donc inaccessible. Voilà, inaccessible. Voilà. Bon, donc voilà, il y a des modalités de mise en œuvre. Il y a des choses, des principes qu'on a adoptés dont il faudra poursuivre la faisabilité et la mise en œuvre. D'autres qu'on a décidé, comme les fiches de compilation, mais dont il faudra déterminer les modalités de mise en œuvre. Voilà. Ouais. Et l'UDS est l'un des partis politiques les plus anciens dans le pays. Et vous irez sans doute aux élections régionales. Alors, quelles sont vos ambitions pour ces élections? Bon, vous savez, s'agissant des élections régionales, notre problème, et nous aurons l'occasion de le développer dans les différentes discussions, que ce soit au CPC ou ailleurs, dans le cadre de la décentralisation, les seules élections que nous avons eues jusqu'à présent, ce sont les élections locales. Oui. On voit bien qu'il y a des problèmes. Le fait, par exemple, que dernièrement, le gouvernement a été obligé de modifier, j'allais dire à la hâte, la loi sur la décentralisation apporte la preuve que tout n'est pas parfait, oui. Qu'il y a encore des choses qui ne marchent pas. Et quand vous prenez même nos conseils municipaux, entre nous, la plupart sont des coquilles vides, sans moyens.
sans aucun moyen et sans aucun pouvoir. Donc, il faut que nous rediscutions de tout ça, que nous fassions le bilan même à mi-mandat de la décentralisation telle qu'elle est mise en œuvre aujourd'hui. Et sans avoir fait cela, organiser de nouvelles élections régionales pour élire des conseils régionaux qui vont avoir exactement les mêmes problèmes que les conseils municipaux, cela ne vaut pas la peine. Donc, oui, aux élections régionales, parce que la décentralisation est une bonne chose. Maintenant, il faut que nous repensions, que nous fassions le bilan pour repenser la décentralisation et voir les choses à corriger pour que les conseils régionaux à mettre en place aient un véritable sens, aient de véritables prérogatives, puissent remplir correctement les missions que les Togolaises et les Togolais attendent de ces conseils. Je rappelle à ceux qui nous suivent que nous sommes en ce moment en studio avec le délégué général de l'UDS Togo, Antoine Folly. Avant de le retrouver pour la suite de ce débat, voici le rappel de certains sujets de l'actualité nationale de cette semaine au Togo. Hervé Essay. Une réunion d'échange a rassemblé autour de Madame le Premier ministre Victoire Toméga Dogbe jeudi à la primature, le parti majoritaire et un certain nombre de formations de l'opposition. La chef du gouvernement a discuté avec ses hôtes des attaques terroristes qui frappent le Togo et des mesures prises par le gouvernement pour y faire face. Plus de détails avec le ministre chargé des droits de l'homme et porte-parole du gouvernement, Christian Trimois. La rencontre a permis de présenter l'état de la sécurité dans la sous-région, l'origine du terrorisme dans la sous-région, l'impact que cela a sur notre territoire et sur notre population et toutes les dispositions et mesures que le gouvernement a prises sous l'autorité du président de la République d'un point de vue sécuritaire, militaire, économique, d'un point de vue social et toutes les mesures d'accompagnement qui ont été déployées jusqu'à maintenant. Les échanges avec les partis politiques nous ont également permis d'avoir leur regard sur le phénomène, leurs propositions pour compléter les actions que le gouvernement a déjà commencé à mettre en œuvre jusqu'à maintenant, partager les réflexions sur la nécessité pour tous les acteurs politiques d'être unis et de faire un front commun face à l'agression inacceptable dont notre pays est victime. Donc tous les partis politiques togolais sont d'accord aujourd'hui d'agir d'un commun accord pour repousser l'agresseur hors de nos frontières du Togo et de faire en sorte qu'il ne rentre pas sur notre territoire national et que nos populations soient véritablement protégées. Malgré les critiques de quelques partis sur la forme de la rencontre, celle-ci a connu une forte participation et les participants sont tous unanimes à reconnaître la nécessité pour le peuple togolais d'être unis pour contrer le fléau du terrorisme et de l'extrémisme violent sur la terre de nos aïeux. Nous écoutons quelques responsables politiques à l'issue de la réunion. Il s'agit respectivement de Acholi Akle Sodunir, de Sénat Alipi de l'UFC, de Djeri Tama du NET et de Maître Tchassonan du MCD. Nous saisissons l'occasion pour saluer le chef de l'État, pour le remercier pour tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il continue de faire pour pouvoir lutter contre ce phénomène. Nous ne sommes pas à l'heure où les considérations politiques devraient prendre le dessus sur les intérêts nationaux. Il y a un fait qui menace notre patrie, notre pays. Nous devons nous retrouver dans une sorte de pacte patriotique afin de pouvoir mener ce combat. Pour nous, à l'UFC, cette année, nous devons essayer d'observer une sorte de trêve, pouvoir faire face aux ennemis communs que nous avons, que sont les terroristes d'une part, et il y a également les questions de vie chère et autres, pour qu'on puisse ensemble continuer à bâtir un pays qui nous ressemble et un pays qui nous rassemble. Nous encourageons le gouvernement à continuer à prendre des mesures. Il y a un plan d'urgence dans la région de la Savane qui est là, et il faut continuer à prendre des mesures pour faire en sorte que les jeunes ne soient pas, bien entendu, captés par ces marchands d'illusions. Ce n'est pas seulement une affaire de parti, c'est une affaire de citoyens. Nous demandons à toute la population de contribuer du mieux qu'elle peut dans cette guerre-là que nous menons tous contre ce phénomène qui frappe à nos frontières. Réunis lundi sous la présidence du chef de l'État, le Conseil des ministres a notamment examiné 3 projets de décret, dont le projet de décret portant mission, composition, organisation et fonctionnement du comité de régulation de l'assurance maladie universelle et celui fixant les modalités d'application de la loi portant code de la route. Selon le communiqué ayant sanctionné les travaux, le nouveau code permettra d'améliorer la sécurité des usagers de la route. Professeur Akoda Iwadan, porte-parole du gouvernement. Ceux qui sont concernés, c'est d'abord les conducteurs.
Avec ce texte, les conditions de délivrance du permis de conduire ont été revues. Nos routes se sont améliorées significativement, les véhicules se sont modernisés également. Le texte primaire date de 2013, aujourd'hui on est en 2022 et il y avait une nécessité de revoir les conditions de passage de cet examen. Au-delà de ces conditions-là, l'état technique des véhicules également gagne à être vérifié parce que par endroit et par moment, il est possible de constater sur nos axes la circulation de véhicules qui ne devraient pas être sur les axes routiers et qui constituent autant d'éléments moteurs ou autant d'éléments causant des accidents. Lancement jeudi à Lomé des 4 projets tiers du Variwa. Les 10 projets, à savoir Fort Varito, Cavris, UVI 2A et PPP VRI vont contribuer à la création d'un environnement incitatif au transfert de technologies et à l'innovation durable au Togo. En Afrique de l'Ouest francophone, il est implémenté en partenariat avec 4 pays, le Togo, le Bénin, le Burkina Faso et le Sénégal. Professeur Majestéiou Ateba, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. C'est un atelier qui a 2 buts essentiels. Le premier, c'est d'abord informer. Informer le monde scientifique, le monde universitaire, les partenaires techniques et financiers sur l'existence quand même d'un potentiel en ce qui concerne la recherche et l'innovation dans notre pays. Il y en a. Il y a des chercheurs qui cherchent et il y a des chercheurs qui trouvent. Mais est-ce qu'on les connaît suffisamment? Est-ce que les résultats auxquels leurs recherches aboutissent servent la cause nationale et permettent de financer nos insuffisances? Et le deuxième élément, c'est former aussi ceux qui sont dans l'informel et qui ne savent pas tout à fait comment mettre en place toutes leurs énergies, tous leurs talents pour qu'ils puissent effectivement faire une recherche qui soit une recherche appréciée. Eh bien, la menace terroriste qui pèse sur notre pays est en ce moment l'un des sujets de préoccupation des Togolais. Êtes-vous surpris par ce qui nous arrive aujourd'hui, le Togo frappé par des terroristes avec mort d'homme? Disons que on peut être surpris. Moi, je ne le suis pas. Je ne le suis pas parce que lorsqu'on suit les mouvements, l'évolution de ces genres de mouvements dans le monde, on peut dire qu'aucun pays n'est plus à l'abri de l'extrémisme violent, du terrorisme. Aucun pays. Alors, chez nous, par exemple, quand vous voyez notre position géographique, le Mali n'est pas loin, le Burkina l'est encore moins. Le Mali a été frappé depuis depuis les années 90 par le terrorisme. Ensuite, ça a été le Burkina. Bon, avant le Togo, il y a eu la Côte d'Ivoire. Donc, je pense que toute cette évolution constitue des éléments d'alerte. Et je me félicite, et je le redis sans embâche ici, que les autorités de notre pays aient été attentives à ces alertes et aient commencé à anticiper. Vous voyez, donc, ce qui se passe actuellement dans la région des Affaires aurait pu être pire que ce que nous connaissons aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'on dit souvent que gouverner, c'est prévoir. Et je constate que l'évolution de la situation sécuritaire dans les pays qui nous entourent a constitué une alerte qui a permis déjà d'anticiper certaines choses. Mais ça reste une situation de guerre face à un ennemi qu'on ne peut pas identifier. C'est ça le vrai problème. L'ennemi invisible. Voilà, un ennemi invisible et dont on ne connaît pas la stratégie, qui peut frapper à tout moment. Donc, voilà, il faut faire face. Oui. Il faut faire face. Donc, moi, je ne suis pas surpris. Voilà. Après les séjours du chef de l'État dans la région des Savanes, où ce dernier a échangé avec les populations sur le péril djihadiste qui pèse sur notre pays, le gouvernement est passé à une autre étape de ce qui apparaît comme une volonté d'inclure l'ensemble du peuple togolais dans la lutte contre le terrorisme. Comment avez-vous accueilli l'initiative du gouvernement et qui a réuni la classe politique pour aborder la question du terrorisme qui frappe notre pays la dernière fois?
Disons que après la dernière attaque qui a fait, je crois... 8 mois non, enfin bon, le nombre n'a pas été... indiqué. Voilà, le nombre n'a pas été... Indiqué. Le nombre précis n'a pas été indiqué. Nous étions un groupe de partis, un groupe de 6 partis politiques, à avoir sorti un communiqué de presse pour condamner ces actes barbares et demander lancer un appel aux autorités de notre pays pour qu'elles prennent des initiatives pour que toutes les couches de la société togolaise soient impliquées dans ce combat contre le terrorisme. Et nous en avons appelé directement au chef de l'État pour qu'il prenne une initiative courageuse qui tienne compte des positions et des préoccupations des acteurs politiques et de la société civile. Bon, je ne dirais pas que cette invitation, cette rencontre de la dernière fois est une conséquence de cela, mais en tout cas, c'est une initiative que nous avions souhaitée et nous ne pouvons que l'accueillir favorablement. Donc, c'est une bonne chose. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Ça, c'est une autre question. Oui. Voilà. Donc, vous avez été entendu, et si je vous comprends bien, vous avez été entendu, et donc cette réunion-là est devenue effective. Et nous avons suivi certains participants s'exprimer sur la réunion. Je vous propose de les écouter d'abord, et puis ensuite on va en discuter. Et voilà, maintenant nous allons écouter quelques participants à cette réunion, c'était représentants de partis politiques. C'était vraiment salutaire de voir ensemble tous ces partis politiques parler d'une seule voix, parler des mesures de renforcement entre la population et les forces de l'ordre, parler des mesures à prendre pour pouvoir éradiquer loin de nous ce terrorisme. Ce que nous pouvons retenir, c'est qu'aujourd'hui, le gouvernement est conscient que cette lutte ne peut pas être faite seule. C'est avec le concours de toute la population et surtout des partis politiques qui ont des militants, des sympathisants dans tous les coins et recoins de notre pays. C'est une initiative à apprécier et nous attendons du gouvernement que toutes les propositions que nous avons eu à faire dans la salle soient remises sur le tapis pour que nous puissions arriver à endiguer alors ce fléau qui devient un fléau de notre développement de notre pays. Le problème est grave et pour un tel problème, il faut qu'on unisse nos forces pour pouvoir combattre le terrorisme. Adi a tenu à être présent à ce rendez-vous pour apporter sa contribution. La population doit collaborer. Nous devons collaborer avec nos forces de défense et de sécurité qui en font beaucoup déjà sur le terrain. C'est une initiative que nous saluons et nous aimerions que cette initiative se répète et que nous puissions nous rencontrer de temps en temps. Nous pensons que ce qu'il faut pour que cette lutte puisse aboutir, c'est qu'il faut une plus grande implication des populations à la base. Il faut également une plus grande implication des partis politiques pour que nous puissions travailler ensemble pour éradiquer donc ce problème. Notre meilleur allié dans cette lutte contre le terrorisme, c'est la population. Dès lors que la population adhère entièrement à cette lutte, eh bien, nous sommes sûrs que nous gagnerons la lutte. Et c'est justement pour cette raison qu'elle doit être suffisamment associée. Et c'est justement pour cette raison que tout ce qui serait de nature à pouvoir créer, à tort ou à raison, des sentiments de frustration, il faudrait qu'ensemble, du côté du gouvernement comme du côté de l'opposition, que cela puisse être évité. Nous avons dit également que les réflexions doivent se poursuivre. Nous sommes tous menacés. Ce n'est pas un parti politique qui est menacé, mais c'est le Togo. Ce que nous avons en commun. Le CAR, nous avions été parmi les premiers à condamner l'agression au niveau de Pakandi. Le CAR invite tous les Togolais à se lever comme un seul homme, à défendre la nation togolaise. Ici, ce n'est pas un parti, mais c'est la nation togolaise qui est en danger et nous défendons bien la nation togolaise. Moi, j'ai demandé comment ce front uni va se faire lorsque le gouvernement entrave le travail des partis politiques, méprise aussi la population, parce qu'il n'y a pas longtemps, dans la région des Savanes, le gouvernement a réprimé durement les élèves qui étaient en grève et qui demandaient que leurs professeurs reviennent en classe. Nous venons de comprendre que la sécurité est incolore et cette rencontre nous prouve combien de fois la volonté politique du chef de l'État a rassemblé tous les partis
que ce soit de l'opposition ou du parti au pouvoir, autour d'une même table, pour faire un front commun contre ce terrorisme-là qui est en train de taper aujourd'hui notre pays. Que toute la population à tous les niveaux puisse s'approprier cette lutte-là afin que nous populations, puissent être protégées contre ce phénomène qui n'épargne plus aujourd'hui aucun pays. Bien, nous venons de suivre respectivement Aubin Thon de Nouvelle Vision, Adrien Beleki de la CPP, M. Yanchare de ADI, Serge Kouessant de Santé de Peuple, professeur Woulou du PSR, M. Kolani du CARP, Francis Pedro de l'ANC, et Madame Dédé Akpedje-Messan du PDP et Maître Anina Yakoubou de CLÉ. Monsieur Folly, vous étiez donc à cette rencontre. D'abord, dites-nous, quelle était l'ambiance qui avait prévalu? Bon, l'ambiance était grave. L'ambiance était grave parce que le sujet l'était. Oui. Voilà. On a senti que tout le monde était préoccupé. Tout le monde était préoccupé. Donc, moi, c'est ce qui m'a frappé. Tout le monde était préoccupé et l'ambiance était grave. Bon, maintenant, comment ça s'est passé la discussion? Qu'est-ce qui s'est passé exactement au cours de cette réunion? Disons que... Même si vous ne pouvez pas tout dire, l'essentiel pour que... Non, grosso modo, il y a eu d'abord une présentation de la situation sécuritaire, l'historique depuis le début des années 90 jusqu'à maintenant, avec toutes les évolutions des groupes armés qui aboutissent à la situation que nous connaissons aujourd'hui. Ensuite, il y a eu une présentation sur la justification de l'état d'urgence, pas sanitaire, mais sécuritaire oui. Et ses conséquences. Ensuite, donc une dernière présentation sur le plan d'urgence du renforcement de la résilience dans la région des Savanes, décrété par le gouvernement. Bon, donc voilà, grosso modo, les présentations. Et suite à cela, donc la parole a été donnée à tous les partis politiques présents, ceux qui le veulent, ceux qui le voulaient, de présenter leurs préoccupations et leurs éventuelles propositions. De cela, j'ai retenu 3 choses. La première, c'est que il y a une prise de conscience collective de la gravité de la situation. Le terrorisme, l'extrémisme violent, c'est vrai que jusqu'à présent, on l'écoutait sur les radios, les télévisions, ça se passait en Libye, au Mali, au Burkina, en Algérie, etc., mais jamais chez nous. Aujourd'hui, en Somalie, etc. Donc aujourd'hui, chez nous, en terre togolaise, l'extrémisme violent, le terrorisme, est une réalité. Ce n'est pas une fiction. Et ce n'est pas des biens matériels qu'on saccage. Ce sont des êtres humains, des Togolais, militaires et civils, qu'on tue. On n'a pas le bilan exact des dégâts jusqu'à présent, mais depuis le début de ces incursions en terre togolaise, je n'exagérerai pas. Il y a des pays aujourd'hui qui ne sont pas loin de nous, où les autorités ne contrôlent que 40 ou 50% du territoire du pays. Dans d'autres pays, c'est moins que ça. Imaginez un seul instant que les terroristes en arrivent à occuper 20-40% du territoire togolais. Qu'est-ce qui resterait du Togo? Donc, c'est là que je voudrais m'adresser à tous les Togolais pour qu'ils prennent conscience de la gravité du problème. C'est l'existence même de notre pays en tant que nation, en tant que terre qui nous a été léguée par nos ancêtres, qui est en jeu. Lorsque vous avez une propriété foncière et puis quelqu'un vient, veut vous l'arracher,
vous êtes prêt à tout. Surtout si c'est une propriété familiale, c'est toute la famille qui se lève pour défendre cette propriété familiale. Eh bien, le Togo, c'est notre propriété à nous tous. Et lorsque l'intégrité du Togo est menacée, nous devons tous nous sentir concernés. Ça, cette prise de conscience collective au niveau des acteurs politiques a été quelque chose de frappant et même d'émouvant. Parce que au Togo, depuis des années, depuis le début, depuis que le Togo existe, nous n'avons connu que des conflits entre nous, des oppositions entre nous, des affrontements entre nous, depuis l'indépendance jusqu'à maintenant. C'est rare, enfin, sauf quand les éperviers gagnent, sauf quand les éperviers gagnent, mais c'est rare que sur une question d'intérêt national, il y ait cette unanimité au Togo. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que moi j'ai retenue, c'est que, et on l'a senti à travers les interventions, pas seulement des partis politiques, mais aussi du gouvernement, c'est que la pauvreté, l'absence de l'État, les difficultés d'accès, ou l'absence même d'accès à l'éducation, à la santé, l'absence d'infrastructures, bref, la pauvreté constitue un terreau sur lequel le terrorisme peut prospérer. Et donc, et ça, tout le monde l'a souligné. Cette prise de conscience, c'est aussi une prise de conscience du fait qu'on ne peut pas on ne peut pas dissocier, la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent de la lutte pour le développement. Au-delà même de cela, l'absence de l'État dans certaines régions, dans certaines parties de notre pays, fait que il y a des citoyens qui ne se sentent pas concernés par le Togo, qui ne se sentent pas, parce que l'État ne fait rien pour eux. Ils considèrent que l'État ne fait rien pour eux. Lorsque dans un village, il n'y a rien, il n'y a pas de dispensaire, et que l'école, c'est les habitants eux-mêmes qui se cotisent pour payer les enseignants. Mais en quoi l'État les concerne ? Ils sont sur le sol togolais, mais ne se sentent pas concernés par le Togo. Donc, cette prise de conscience, quand je parle de développement, ça doit aller même au-delà du développement. Nous devons faire en sorte que chaque Togolais se sente concerné par le Togo, chaque Togolais se sente Togolais, chaque Togolais soit fier d'être Togolais. Donc, voilà des choses au-delà même et c'est le développement qui amènera ça. Quand il n'y a pas de développement, le Togolais, le citoyen considère que l'État, le Togo ne fait rien pour lui. Donc, il n'a aucune raison de se sentir Togolais ou d'être fier d'être Togolais. C'est à travers le développement que nous allons cultiver ce sentiment de fierté, ce sentiment d'être Togolais. Ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose que moi je retiens de cette rencontre, c'est qui découle en réalité des deux premières observations, c'est cette disponibilité et cette volonté exprimée par tous les acteurs politiques de faire bloc. Vous savez, les chefs de parti n'iront pas au front. Ils ne vont pas se mettre en treillis avec des armes. Monter sur des chars. La plupart d'entre nous ne savent même pas de quel côté il faut tourner l'arme. Donc, ils n'iront pas au front. Oui. Mais les acteurs politiques incarnent les opinions, incarnent les aspirations des populations. Donc, leur union, leur unité, leur unicité de langage concourt à l'unicité d'action sur le terrain. C'est en cela que cette symbiose des acteurs politiques
est important pour que les Togolais se sentent concernés par le problème. Donc, je disais que la troisième remarque, c'est ça, c'est la volonté et la disponibilité de tous les acteurs politiques à faire bloc avec nos gouvernants pour que nous affrontions ensemble ce fléau. Maintenant, il appartient à ceux qui sont au pouvoir de faire en sorte que ce bloc de solidarité ne s'effrite pas en posant les actes, parce que jeudi dernier, il y a des préoccupations qui ont été exprimées, des propositions qui ont été faites, qui ont été avancées, des pistes de solutions qui ont été faites, des suggestions, par exemple, pour décrisper la vie politique, la vie nationale, etc. Il leur appartient maintenant de tenir compte de ces préoccupations et de ces propositions pour que le bloc que nous avons vu jeudi dernier ne s'effrite pas. Voilà. Bien. Est-ce qu'on peut dire que cette réunion a comblé vos attentes, vous, en tant que participant, délégué général de l'UDS à cette réunion? Bon, disons que ça a comblé mes attentes sur un point. C'est la mobilisation totale, la mobilisation de tous les acteurs. Parce que, vous savez, jeudi dernier, il y a des acteurs, c'est vrai, qui ont même fait des efforts, pour venir là-bas, compte tenu des positions qu'ils ont adoptées jusqu'à présent vis-à-vis des autorités qui sont en place. Et cet effort doit être salué. Vous voyez? Et le fait que, au-delà des considérations politiques, politiciennes ou idéologiques, les gens se soient prêtés à ce jeu, moi, c'est ça qui a comblé mon attente. Ouais. Il n'y a pas eu de déchirure, il n'y a pas eu de divergence, il n'y a pas eu de cacophonie. Tout le monde s'est concentré sur le problème de l'extrémisme violent. Moi, c'est ça qui a comblé mon attente. Voilà, il y en a quand même qui ont dit qu'il aurait été plus intéressant que ce soit le chef de l'État même qui présida cette rencontre. Vous, quel est votre avis par rapport à cela? Bon, vous savez, je sais comment fonctionne l'État. J'ai été au gouvernement, donc ce qui s'est passé jeudi dernier ne se serait pas passé si le chef de l'État n'avait pas donné son onction, ne l'avait pas instruit. Donc, ça fonctionne comme ça, que ce soit. Et, vous savez, je pense même que, certains ne seraient pas d'accord avec moi, mais je pense même que jeudi dernier, si le chef de l'État avait été là, il y a quand même le respect dû à la fonction. Si le chef de l'État avait été là, peut-être que l'ambiance aurait été moins décontractée. Donc le fait que ce soit Madame le Premier ministre qui l'ait présidé, moi, ça ne pose pas de... L'essentiel, c'est qu'on aborde les vrais sujets et que ça ne soit pas... Et ça n'a pas été, de la manipulation de masse, comme on dit. Ça a été... On a abordé un sujet, le vrai sujet, et c'est ça le plus important. Qu'on l'ait abordé avec le chef de l'État ou avec le Premier ministre, c'est la même chose. Alors certains responsables politiques ont dénoncé ce qu'ils ont appelé une manière cavalière du gouvernement de les convoquer, de les inviter à cette rencontre, mais cela ne les a pas empêchés d'être à cette réunion. Et tout à l'heure, vous avez parlé de mesures de décrispation abordées par certains responsables politiques. Je vous convie maintenant à écouter Mme Brigitte Adjamagou-Johnson, la coordonnatrice de la DMK, qui a organisé une conférence de presse hier pour donner ses impressions suite à cette rencontre.
Concernant ce qui s'est passé, contrairement à ce que le régime a dit, nous voulons dire haut et fort qu'il n'y a pas eu de discussion, il n'y a pas eu de dialogue. Il y a eu des informations. D'ailleurs, des informations que nous connaissions tous déjà, que tous les Togolais avaient. Nous sommes allés écouter conformément à la sagesse africaine qui veut que quand quelqu'un vous dit « j'ai quelque chose à vous dire », on aille écouter. Là où il y aura problème, c'est la position que vous prendrez par rapport à ce qu'on vous a dit. Et nous avons bien dit dans notre communiqué du 3 août que nous irons écouter et rendre compte. Ce qui s'est passé n'est, pour une fois encore, une fuite en avant, une instrumentalisation, c'est de la diversion. Ça fait partie de tout le Bataclan, de toute la batterie de subterfuges que le régime utilise pour se maintenir. Mais la politique de l'Autriche, il faut l'arrêter. Il faut l'arrêter. C'est pour ça qu'en deuxième partie, nous avons dit, celui qui a la tête de ce pays doit se montrer courageux et prendre l'initiative d'abord de créer un climat de paix, de faire tomber la tension, de faire tomber les frustrations en libérant les détenus politiques, en créant les conditions, en décrétant une amnistie et en mettant fin aux procédures judiciaires qui sont en cours contre les responsables de l'opposition, pour que ceux qui sont en exil, ceux qu'on a envoyés en exil, rentrent. Ça va être un signal fort de détente et de confiance qu'on va donner aux Togolais. Ensuite, quand nous appelle, nous ne mangerons personne, nous ne boufferons personne. Personne ne passera à la casserole. Mais nous discuterons des problèmes sérieux auxquels nous sommes confrontés. Bien. Madame Adjamagbo parlait d'amnistie, de libération de prisonniers, de fin de procédures judiciaires, de faire entrer les exilés politiques, etc. et de mettre fin aux entraves aux manifestations. Et qu'est-ce que vous pensez de ces propositions? Alors, vous savez, le jeudi dernier, ça a été, comme elle l'a souligné, hein, justement, plus d'informations que d'échanges. Bon. C'était d'ailleurs le but de la réunion, c'est que le gouvernement nous informe les acteurs politiques sur la situation sécuritaire. C'est ce qui a été fait. Maintenant, dans les interventions, comme je le disais tout à l'heure, il y a eu des préoccupations. Des préoccupations ont été avancées. Des doléances ont même été avancées. Ce que dit Mme Adjamagbo, des gens l'ont dit dans la salle. Moi, j'ai suivi de bout en bout l'intervention du représentant de la CDPA à cette rencontre. J'ai apprécié. Les gens ont dit ce qu'ils avaient sur le cœur. Bon, le représentant de l'ANC a soulevé un certain nombre de questions. Voilà, chacun est intervenu pour exprimer des préoccupations. Bon, comme je le disais tout à l'heure, bon, c'est à ceux qui nous gouvernent maintenant de faire la preuve de leur bonne foi et de leur sincérité pour montrer que ce qui a été commencé jeudi dernier n'est pas juste un feu de paille et que c'est une démarche volontariste, républicaine, qui va se poursuivre non pas seulement dans les paroles, mais aussi dans les actes. Et voilà, attendons de voir la suite. Bien sûr, bien sûr, mais je pense que ce qui est important, et comme l'a souligné Mme Adjamagbo, c'est le fait que tout le monde soit venu, au moins pour écouter, et même exprimer des préoccupations. Voilà. Et beaucoup de gens, beaucoup d'intervenants, jeudi dernier, ont exprimé le souhait que cette réunion, cette rencontre ne soit pas la dernière et que cela se poursuive. Et je pense que, moi je ne suis pas dans la tête du chef de l'État, je ne sais pas ce qu'il envisage, mais beaucoup de gens l'ont exprimé. Est-ce qu'il ne serait pas souhaitable, effectivement, qu'il y ait eu d'autres rencontres justement, c'est ce que je dis. C'est à lui de montrer qu'il a écouté les préoccupations des uns et des autres. Et cela faciliterait justement cette adhésion de tous les Togolais à la lutte contre
l'extrémisme. L'autre grand sujet de préoccupation des Togolais est la vie chère. Peut-être qu'elle fera l'objet de votre prochain communiqué, qui sait. Mais en attendant, dites-nous, quel est votre ressenti par rapport à la flambée des prix, des produits, aussi des prestations dans le pays? Ouais. Non, c'est vrai que le phénomène de la vie chère, c'est-à-dire de la flambée des prix, surtout des produits de première nécessité, est en train de devenir un fléau qui, si on y prend garde, peut aboutir à une implosion sociale. Oui. Lorsque les prix augmentent et qu'il n'y a pas de mesures de soutien aux populations, surtout les plus vulnérables, eh bien, c'est la pauvreté et la précarité qui gagnent du terrain. Et dans aucun pays, personne, aucune couche de la population n'accepte une telle situation ad vitam aeternam. Oui. Il arrive un moment où les gens en ont ras-le-bol. Les conséquences peuvent être imprévisibles. Et c'est aussi une question de dignité. Vous savez, quand lorsque les revenus n'augmentent pas, mais que les prix augmentent, c'est le pouvoir d'achat qui diminue. Oui. Et quand le pouvoir d'achat diminue, ça veut dire que le père de famille qui donnait, ou la mère de famille, peu importe, qui donnait 100 francs ou 500 francs à son enfant, à un moment donné, il va lui dire, maintenant je te donne 100 francs. Bon. Et puis à un moment donné, même ces 100 francs, il ne peut pas les donner. Il est obligé de quitter la maison très tôt et revenir seulement quand les enfants dorment. Non, c'est une question de dignité. Quand, vous savez, nous, acteurs politiques, nous sommes sur le terrain quasi quotidiennement. Les choses que les gens nous racontent, ça dépasse tout entendement. Donc, il faut que, face à ce problème-là, il faut réagir. Il n'y a pas 36 solutions. Il faut que le gouvernement réagisse face à ce phénomène de la vie chère. Maintenant, c'est vrai que ce qu'il faut comprendre, c'est que dans nos pays africains, nous consommons beaucoup de produits importés. Ce qui veut dire que nous ne maîtrisons pas les prix de ces produits, parce que ces produits ne sont pas fabriqués chez nous. Donc, à défaut de pouvoir agir sur les prix, la seule chose que nous pouvons faire, c'est agir sur le pouvoir d'achat pour permettre aux populations, surtout les plus vulnérables, de pouvoir faire face. Oui. Et comme Monsieur Folli, vous savez, le gouvernement, à chaque augmentation des prix des produits pétroliers, accompagne cela de certaines mesures. Et la dernière fois, les dernières mesures sont l'ajustement des tarifs des péages et la prorogation pour une nouvelle durée de 3 mois de la suspension du paiement des taxes de tickets de marché. Et qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce suffisant? Oui, disons, entre nous, c'est vrai, ce sont... Bon, moi j'appelle ça des petites mesurettes. Hein? Ça touche combien de Togolais? Bon, et quel est l'impact? Bon, ce sont des mesures symboliques. Ce n'est pas le genre de mesures que les Togolais attendent, des mesures sérieuses. Alors vous parlez d'agir, vous dites agir sur le pouvoir d'achat. Alors quelles sont les propositions de l'UDS Togo pour lutter contre la vie chère? Alors, c'est vrai que toute mesure que l'on prend coûte de l'argent. Mais on est dans une situation où on ne peut pas ne rien faire. Alors c'est pour cela que nous proposons que dans l'immédiat, que le gouvernement envisage la possibilité d'un relèvement raisonnable du SMIC en concertation avec les partenaires sociaux. Du SMIC, mais aussi des pensions des retraités. C'est ces deux mesures que, quand vous regardez dans les pays qui nous entourent, la plupart ont pris des décisions de relèvement du SMIC. Au Bénin, à côté,
Dans d'autres pays, ils l'ont fait. C'est vrai que ça coûtera de l'argent, mais il n'y a pas de mesure sociale qui ne coûte pas de l'argent. Ça fait partie des prérogatives de l'État. Oui, et où est-ce qu'il faut trouver cet argent-là c'est le rôle de l'État de trouver cet argent. C'est le rôle de l'État de trouver cet argent. Donc, nous pensons que dans l'immédiat, on peut envisager un relèvement raisonnable du SMIC et des pensions de retraite. Pourquoi est-ce que vous ne parlez pas des salaires non, attendez, je vais y venir. Relèvement du SMIC et des pensions. Ensuite, ça c'est le deuxième proposition. Il faut une discussion avec les partenaires sociaux pour, là aussi, arriver pour décider, par exemple, d'un relèvement, je dis, alors là aussi, raisonnable, et même, pourquoi pas, échelonné des salaires. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. À un moment donné, ça va exploser. Parce que la dernière fois, je voyais un monsieur qui est passé chez moi, qui me dit, mais je suis allé toucher ma pension, j'ai touché 6 000 francs de pension. Bon, on peut faire quoi avec 6 000 francs? Le SMIC à 35 000. On peut faire quoi à Lomé avec ça? Bon, donc, dans l'immédiat, nous, c'est les mesures que nous proposons. Un relèvement raisonnable du SMIC et des pensions, des négociations qui peuvent même se faire par branche ou par secteur entre les partenaires sociaux pour décider d'une augmentation raisonnable et même échelonnée des salaires pour permettre aux salariés de faire face. Et puis, une troisième proposition que nous faisons, c'est envisager, par exemple, une aide au logement, surtout pour les jeunes fonctionnaires, pour les jeunes salariés, les jeunes fonctionnaires, surtout dans les grandes villes. C'est un véritable problème. Vous savez, aujourd'hui, qu'est-ce qui grève le budget des ménages? C'est l'alimentation, c'est le logement, et puis le transport. Donc, au moins sur ces trois choses-là, à défaut de pouvoir intervenir directement sur ces points, je pense que les trois trains de mesures que nous proposons permettraient seraient appréciés par les populations et permettraient surtout d'apporter au moins une solution substantielle au problème de la vie chère au Togo. Voilà, donc maintenant, il y a des mesures à moyen et long terme qu'il faut envisager. Quand vous regardez, par exemple, la dernière fois, je regardais un journal télévisé français où on nous annonce que le bénéfice de Total Énergie sur le premier semestre ou le deuxième semestre était de 13 milliards d'euros. Je ne sais pas ce que ça donne en francs CFA, mais c'est des milliards. Bon, c'est énorme. Bon. Mais au Togo, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de publier les statistiques sur les bénéfices des entreprises, mais je me dis aussi quelque part qu'il y a moyen de faire supporter certaines mesures par des entreprises qui réalisent beaucoup de bénéfices. Et il y en a des entreprises qui réalisent beaucoup de bénéfices, et souvent des bénéfices qui sont rapatriés à l'extérieur du pays. Il y a moyen d'obliger ces entreprises qui gagnent de l'argent au Togo, beaucoup d'argent au Togo, de participer à un effort de guerre sociale. Parce que la lutte contre la vie chère est une guerre sociale. Il est possible, de notre point de vue, et nous avons une liste d'entreprises qui gagnent beaucoup d'argent au Togo et qui pourraient contribuer
à cette guerre sociale, au lieu de... Donc, à cet effort. Non, mais oui, à cet effort de guerre sociale. Voilà. Absolument, tout à fait. Et ça, c'est pour ça que nous parlons de négociation entre partenaires sociaux, parce qu'il ne faut pas mettre en péril la survie de certaines entreprises, surtout des entreprises de petites et moyennes entreprises appartenant souvent des Togolais. Il ne faut pas mettre la vie de ces entreprises en péril. Oui. C'est pour ça que l'État pourrait même, parce que l'État fait partie des partenaires sociaux, oui. L'État pourrait même envisager un soutien à ces entreprises. Cela peut faire partie Donc, moi, ce qui me surprend, c'est que, face à la vie chère, on a l'impression que de temps en temps, on fait des petites mesurettes de saupoudrage, mais qu'il n'y a pas une réflexion de fond sur les vraies mesures qu'il faut prendre. Par exemple, le contrôle des circuits de distribution. Les circuits de distribution au Togo, qui les contrôle? C'est-à-dire, comment ça fonctionne? Oui. Bon, voilà. Donc, il y a tout un ensemble de choses. Et puis, à plus long terme, il faut arriver à créer au Togo des capacités locales d'investissement. Ceux qui ont la capacité d'investir pour faire fonctionner notre économie, ce sont les étrangers. Si vous demandez aujourd'hui, tenez, la dernière fois, on avait dit Togo Télécom à vendre, à privatiser. Quel est le Togolais qui pouvait, par exemple, sortir comme ça 100 milliards pour, je ne sais pas combien ça a coûté, mais je donne un chiffre, 100 milliards pour acheter le Togo Télécom. Il n'y en a pas. Il n'y a pas un Togolais. Vous faites ça au Nigeria, vous aurez au moins, je ne sais pas, une cinquantaine de personnes, de candidats au rachat. Au Togo, il n'y en a pas. Est-ce qu'au Togo, il n'y en a pas parce que les gens n'ont pas l'argent ou bien les gens ne veulent pas? Grande question. Ouais. Non, il y a plusieurs phénomènes. Mais les gens ne gardent pas l'argent au Togo. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être ont-ils peur, je ne sais pas. Mais les gens ne gardent pas l'argent au Togo. Donc, faisons en sorte à créer des capacités locales d'investissement dans notre économie. Voilà. Eh bien, et là, puis, oui. L'autre idée, c'est de promouvoir la production et la consommation de produits locaux. Oui. Promouvoir également la distribution des produits locaux, des produits fabriqués localement, sur le marché sous-régional, continental et même international. Voilà des éléments de réflexion, des pistes de réflexion sur lesquelles on doit travailler si on veut bâtir une véritable économie au Togo. Oui. Aujourd'hui, l'économie togolaise profite plus aux étrangers qu'aux Togolais. Voilà. Ce n'est pas normal. Oui. Bien, la journée de la femme africaine célébrée dimanche dernier, la réception de matériel roulant pour le 5e recensement général de la population et de l'habitat sont certains des autres événements de l'actualité nationale de cette semaine sélectionnés pour le débat de ce matin. Nous retrouvons Hervé Essay. La 22e édition de la journée de la femme africaine a été célébrée ce 31 juillet 2022. La mission assignée à cette journée est de faire avancer les actions en faveur de l'égalité du genre et de l'autonomisation des femmes. Pour briser les barrières et accélérer le processus, les différents acteurs ont échangé mardi sur le sujet en vue de garantir une participation totale et efficace des femmes au développement politique, économique et social en Afrique. Professeur Koumia Loanate, présidente de l'association Cœur Solidaire. Nous voulons travailler encore plus sur le regard des hommes sur les femmes sur elles-mêmes. C'est très tôt qu'il faut que le jeune garçon et la jeune fille comprennent de quoi on parle. Quand on parle de genre, quand on parle de droits humains, de quoi il s'agit. Donc intégrer les choses dans les formations, que les femmes aussi qui ont réussi puissent servir de modèle à leurs sœurs et les tirer vers le haut. Le Togo a réceptionné ce mardi 32 véhicules flambant neufs des mains de la Banque mondiale pour les travaux du 5e recensement général de la population et de l'habitat. Ces véhicules acquis par le Togo s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du projet FASAO de la Banque mondiale. Ces véhicules seront mis principalement
documents à la disposition de l'Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques INSED. Kwame Kwasi, directeur général de l'INSED. C'est une cérémonie de réception des véhicules acquis sur le projet FASAO, projet d'harmonisation et d'amélioration des statistiques en Afrique de l'Ouest. C'est pour servir dans le cadre du recensement général de la population et de l'habitat, 5e édition au Togo. Et je voudrais rappeler que ce recensement général de la population, 5e édition, va se dérouler du 23 octobre au 12 novembre 2022. C'est un lot de matériel qui fait partie d'un ensemble de lots matériels qui est réceptionné pour, a priori, servir d'abord à ça. Confronté à une série de manquements ayant conduit à 6 mises en demeure et à des amendes, le directeur général du groupe Togocom, Paulin Alazar, a décidé de quitter sa fonction le 19 août prochain. Il sera remplacé provisoirement par Tariq Boudiaf, le CCO du groupe Togocom, en attendant la désignation d'un nouveau directeur général. L'Assemblée nationale togolaise est de nouveau en deuil. L'institution a perdu l'un de ses membres le lundi 1er août 2022. Il s'agit du député de Loti Sud, l'honorable Bamba Djerkbari, qui a trépassé au CHU Sylvanus Olympio à Lomé. Selon certaines sources, ce cadre du parti au pouvoir dans la région des Savanes est décédé des suites d'une longue maladie. Le Togo et le Burkina Faso, pour une meilleure cohésion sociale, s'unissent pour faire face à l'extrémisme violent. Un tournoi a été organisé ce week-end dans les Savanes réunissant des équipes féminines et masculines burkinabais et togolais. Il n'y a pas eu de vainqueur ni de vaincu. Tous sont repartis avec des trophées et des enveloppes identiques. 9e acte ce week-end du championnat national de football féminin de première division. 6 rencontres sont prévues sur toute l'étendue du territoire national. Déjà, ce samedi à Gonsimé, Tempête FC reçoit Wina Girls. Les autres matchs se jouent dimanche, dont voici le programme. Béliver FC défie Ahé FC à Aneho. Au stade municipal de Lomé, Amis du Monde joue Atleta FC. Djabir a rendez-vous avec Djara FC à Dapaon. Gazelle US Amou à Sokodé et Étoile féminine affronte Bella FC à Sotouboua. Monsieur Folli, la journée internationale de la femme africaine a été célébrée le 31 juillet dernier. Et quelle est la place des femmes à l'UDS Togo? On n'en voit pas beaucoup, hein? Est-ce que je me trompe? Bon, vous savez, tous nos partis ont ce problème. Le problème, c'est vrai, il faut le reconnaître. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de femmes engagées en politique au Togo. Il y a des pays, moi j'ai vu au Rwanda la place des femmes dans la société même rwandaise. Bon, il y a peut-être une explication liée à des périodes de guerre, mais j'ai été séduit par le rôle des femmes dans la société rwandaise. Non, chez nous, on essaye d'intéresser les femmes, de les amener à s'engager dans la politique. Parce que c'est aussi ça le vrai problème. Nous, dans notre vision des choses, il y a 3 domaines dans lesquels nous pensons que, c'est-à-dire parler du rôle de la femme, ça ne se décrète pas, hein, ça se construit, il faut changer les mentalités, etc. C'est d'abord l'accès des femmes aux filières scientifiques dans nos formations. Oui. Il n'y en a pas beaucoup. Quand vous prenez, par exemple, vous allez dans n'importe quel lycée, vous prenez une terminale D ou C, le nombre de filles par rapport aux garçons, insignifiant. Totalement insignifiant. Donc, il faut encourager les jeunes filles à s'engager dans les filières scientifiques. Ce n'est que comme ça qu'elles arrivent. Parce que dans d'autres pays, vous avez des femmes qui ont fait les mêmes études d'ingénieur, des hautes études, de grandes études que les hommes, et qui occupent les mêmes fonctions. Donc, il y a des pays qui ont dépassé ce stade-là aujourd'hui. Ils l'ont dépassé parce qu'ils ont mis l'accent sur la formation. Ils ont encouragé les femmes, les jeunes filles à s'inscrire dans les filières. Bon, ça, c'est la première chose. Donc, et ça,
deuxième préoccupation, qui est la corrélation de ça, c'est que c'est donner plus de place aux femmes dans les postes de responsabilité, pas seulement dans la fonction publique, mais aussi dans les entreprises. Aider les femmes à devenir chefs d'entreprise, aider les femmes. C'est vrai qu'il y en a, les femmes excellent dans le commerce, mais dans le rôle de chef d'entreprise, d'un grand chef d'entreprise, il n'y en a pas beaucoup. Bon. Et puis la troisième préoccupation que nous avons, c'est de tenir compte du genre dans un certain nombre de prestations de l'État. Par exemple, lorsqu'on lance un concours d'accès à la fonction publique, les femmes et les hommes, enfin les femmes et les hommes, répondent aux mêmes critères d'âge, par exemple. Bon, si on fixe l'âge à 35 ans, par exemple, bon, c'est valable pour tout le monde, que ce soit une femme ou un homme. Mais une femme de 35 ans a peut-être connu la maternité, a dû interrompre sa carrière ou a dû interrompre ses études pour pendant 1 an ou pendant 2 ans pour élever son enfant, etc. Donc, il faut peut-être introduire un critère qui tienne compte de la maternité, par exemple, dans le recrutement. Voilà, dans le recrutement, dans l'accès à la fonction publique, dans le recrutement. Donc, par exemple, une femme qui a un enfant peut bénéficier d'une dérogation de 1 an ou 2 ans supplémentaires. Donc, si l'âge est fixé à 35 ans, pour les hommes, c'est à 37 ans pour les femmes. C'est quand même une idée séduisante. Et puis, même, pourquoi pas mettre en place des quotas pour les femmes dans certains recrutements. 30%, 40% de femmes et puis 60% pour les hommes. Des choses comme ça. Voilà les types de préoccupations que nous avons pour essayer de pousser. Mais c'est un travail de longue haleine. Il faut changer les mentalités. Bien, ailleurs, les femmes, quand même, s'illustrent véritablement. Et je sais que vous êtes un passionné de football. Vous avez sans doute suivi la finale de l'Euro féminin la dernière fois avec une influence qui a battu tous les records, même les matchs des hommes. Et on a parlé tout à l'heure du championnat féminin de football du Togo qui reprend. Et je voudrais vous demander rapidement, comment est-ce que vous avez vécu la récente participation du Togo, les dames à la CAN féminine au Maroc? Bon, vous savez, c'était leur première participation. Hein, donc, il y avait peut-être une euphorie, un manque d'expérience. Elles ont beaucoup parlé. Moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'elles ont beaucoup parlé. Elles ont même gagné les matchs avant de les avoir joués. Mais ça, il faut le lier au manque d'expérience. Mais je connais l'entraîneur. C'est une dame qui est qui travaille bien, qui travaille beaucoup. Donc, moi, je suis sûr qu'à partir de cette première expérience, eh bien, il faut maintenant continuer le travail, avoir l'humilité de tirer les leçons des points faibles qu'on a, apprendre aussi des autres, des adversaires qu'elles ont affrontés. Donc, moi, je pense que le football féminin togolais, si on travaille, c'est valable pour tout, il faut qu'on travaille. Si on travaille, connaîtra de beaux jours devant lui. Voilà. Eh bien, nous allons maintenant revivre quelques événements de l'actualité internationale. On n'aura sans doute pas le temps de commenter tout cela, mais quand même, nous allons nous confier à Anani Vidjirakou pour le rappel de ces événements. Les résultats provisoires des élections législatives au Sénégal ont été proclamés jeudi par la Commission nationale de recensement des votes. Selon les chiffres officiels provisoires, la coalition présidentielle Benno Bokk Yakaar a obtenu 82 sièges de députés, tandis que les coalitions d'opposition Yewwi Askan Wi et Wallu Sénégal ont remporté respectivement 56 et 24 sièges, soit 80 au total pour ces deux coalitions. On note aussi l'élection de 3 autres candidats appartenant à une autre coalition de 3 partis
partis politiques. Les résultats définitifs seront proclamés en début de semaine prochaine. L'armée burkinabé a reconnu cette semaine la mort de civils lors de ces raids aériens contre des groupes terroristes dans l'est du pays, mais elle ne précise pas le nombre de civils atteints lors de cette opération. Les habitants de la région parlent de leur côté d'une trentaine de tués, en majorité des femmes. Une enquête a été ouverte. Maître Guy Hervé Coin, coordonnateur national du mouvement SENS. C'est déjà un grand pas que l'état-major général des armées reconnaisse qu'il y a eu une bavure. Bien sûr, on ne donne pas le nombre, mais il est évident que c'est loin des 3 personnes dont certains en ont parlé parce que certains contacts partaient déjà de plus de 30 morts. Il y a encore beaucoup de bavures comme ça, de victimes silencieuses, tout simplement parce que soit on ne le sait pas, ou alors parce que c'est masqué comme si c'était des terroristes tués. Le Bénin a célébré lundi 1er août son 62e anniversaire d'indépendance. Les festivités ont été marquées par un défilé militaire et présidé par le chef de l'État béninois, Patrice Talon. Ont également pris part aux festivités les anciens présidents Nicéphore Soglo et Yayi Boni, de même que l'opposant Éric Hundete, le chef du parti Les Démocrates. Le gouvernement de la RDC a officiellement demandé le départ du porte-parole de la MONUSCO, Mathias Gilman. Il est reproché à ce dernier d'avoir envenimé la situation actuelle dans le pays. Ceci dans une interview accordée à RFI. Interview dans laquelle l'agent onusien a révélé que la MONUSCO ne disposait pas suffisamment de moyens pour accomplir sa mission. Propos jugés indélicats et inopportuns par les autorités congolaises. Christophe Luchunjula, vice-premier ministre et ministre congolais des Affaires étrangères. Si la MONUSCO estime qu'elle n'est pas en mesure de remplir ses missions, c'est son droit. Mais le clamer sur la place publique, il faut reconnaître que c'est maladroit. Et aller jusqu'à dire que les FARDC ne sont pas en fait, et ça le font, en position, en capacité de remplir leur mission, il faut reconnaître que c'est gravissime. Ayman al-Zawahiri, le successeur de Ousmane Ben Laden et chef du groupe terroriste Al-Qaïda, a été tué le week-end dernier en Afghanistan dans une attaque de drone américain. La mort de cet Égyptien a été annoncée par le président américain Joe Biden dans une allocution à la Maison-Blanche. Allocution dans laquelle le numéro 1 américain a précisé que l'opération a été réussie et n'a fait aucune victime civile. Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants américains, s'est rendue à Taïwan mardi. Ceci malgré les mises en garde de la Chine. Dans la foulée, Pékin a immédiatement réagi en dénonçant l'attitude extrêmement dangereuse des États-Unis qui, selon les autorités chinoises, ne cessent de déformer, d'obscurcir et de vider de tout sens le principe d'une seule Chine. Monsieur Folly, au Sénégal, les résultats provisoires des législatives donnent une légère avance au parti de la majorité présidentielle qui perd quand même sa majorité absolue. Alors, disons qu'on dit la majorité ou l'opposition au coude à coude. Vous qui n'avez pratiquement jamais réussi cet exploit, quel commentaire? Non, disons que, grosso modo, pour moi, le score de l'opposition sénégalaise est une victoire. Une victoire parce qu'ils ne sont pas au pouvoir. Contraindre le pouvoir à un match nul. C'est la première fois que ça arrivait. Est-ce que ça arrive au Sénégal? Un match nul, c'est plutôt une victoire. Oui. Bon, cela dit, non, moi, la leçon que je tire de ce qui vient de se passer au Sénégal, celle-ci, c'est que l'opposition sénégalaise nous donne là, à toute l'Afrique, enfin à toute l'Afrique de l'Ouest, tout au moins, une belle leçon de réussite. Et cette performance de l'opposition sénégalaise, moi je l'explique par 3 choses. Oui. La première, c'est que l'opposition, les leaders de l'opposition ont compris que face au rouleau compresseur du parti au pouvoir, qui dispose de tout, qui a la même mise sur tout, c'est le président qui nomme l'équivalent de la CENI au Sénégal. C'est lui tout seul qui nomme. Alors, donc face à ce rouleau compresseur, il n'avait pas d'autre choix que l'union. Et ça, c'est la première chose. Chez nous aussi, chez nous au Togo,
c'est la même chose. Face au parti au pouvoir, nous n'aurons pas d'autre choix que de nous unir, de mutualiser nos forces, de nous mettre ensemble pour gagner des élections. Deuxième chose, l'opposition sénégalaise n'a pas gagné tout simplement parce qu'elle était unie. L'opposition sénégalaise a gagné parce qu'elle avait un discours, elle avait un projet politique, elle avait un programme politique crédible. Et la troisième chose, c'est que cette opposition a fait preuve d'un sans faute. Il n'y a pas eu d'accrochage, il n'y a pas eu d'incohérence, il n'y a pas eu de querelle. Certainement qu'il y en a eu aux yeux de l'électorat, aux yeux des populations. C'est ça qui nous manque. Voilà. Bien, et si nous pouvons apprendre des leçons de ce qui vient de se passer au Sénégal, ça serait une bonne chose pour notre opposition. Je vous remercie, M. Antoine Foli. Notre invité, donc, c'est M. Antoine Foli, le délégué général de l'UDS Togo, que nous avons eu le plaisir d'écouter et commenter l'actualité de cette semaine pour nous. C'est donc la fin de cette émission. Auditrices, auditeurs et internautes, je vous remercie pour votre aimable attention. Et mes remerciements vont également à Nani Vidjirakou et Hervé Essai pour leur précieuse collaboration. Le prochain rendez-vous de Rétro 7, c'est pour samedi prochain, si Dieu le veut. Excellent week-end à toutes et à tous. Au revoir.